Est-ce que vous pourriez poursuivre ce point de vue génétique en abordant par exemple les roues motrices et ensuite les roues moteurs? Les roues motrices, en quel sens? Les roues qui sont utilisées, par exemple la chenille, y compris le système à chenille, où c'est un intermédiaire entre le sol et les galets porteurs. Oui. Oui, cela en fait partie. La roue motrice comme la roue d'une automobile. Car sur un train, la roue motrice n'est pas strictement différente, si ce n'est par sa dimension des roues porteuses, des bogies avant et éventuellement des bogies arrière. Et pour l'automobile, la roue motrice est-elle extrêmement différente? À mon avis, non. Elle peut être soit à l'avant, soit à l'arrière. Elle apporte seulement une complication, à savoir le joint de cardan homocinétique lorsqu'elle est à l'avant, c'est-à-dire lorsqu'elle est en même temps directrice. Quant à la roue motrice pour le tracteur, elle est effectivement plus complexe, puisqu'elle doit porter plus de poids afin de ne pas patiner. D'autre part, elle a des crampons qui étaient jadis métalliques et qui sont de nos jours généralement des anfractuosités du pneumatique, taillées d'une certaine manière. Il est nécessaire que la prolongation de ces pièces se fasse jusque sur le milieu du pont arrière. Dans ces conditions-là, même quand il y a inclinaison des roues dans les virages, celle-ci s'incline et elle s'incline davantage que l'autre. Ah oui. Le côté du petit rayon s'incline davantage que le côté du grand rayon. Ce système-là représente simplement dans le système des roues ce qu'on pourrait appeler la conscience de tout le véhicule, d'une part, et représente d'autre part la possibilité pour chacune des roues d'être parfaitement adaptée à la route, car elle ne dérape pas. Par conséquent, il n'y a pas de torsion du pneu, etc. Alors, la roue d'automobile représente, d'une part, par son pneumatique, une connaissance de la route, elle s'informe de la route, structure du pneu, flexion, etc. Et d'autre part, par sa relation au véhicule, en tant que directrice, elle tient compte de la dimension générale du véhicule et des courbes possibles. C'est le stade dichotomique. Après, autre chose, mais à ce moment-là, c'est le stade dichotomique. Il y a réflexions analogues sur la route de chemin de fer. Alors la route de chemin de fer, c'est le système que nous indiquions tout à l'heure. C'est parce que la route de chemin de fer est conique que son mantonnet n'est qu'un organe de sécurité. Voici le mantonnet, voici l'axe, ici l'axe. Le champignon du rail est ainsi représenté. Voici la semelle du rail. Ceci est conique, par conséquent, il y a une tendance à glisser là-bas. Comme de l'autre côté, nous aurions une structure semblable, également conique, alors il y aura équilibre vers un point central. Cet équilibre ne sera rompu que s'il y a du vent latéral, ou sur une courbe trop accentuée, ou si le train s'arrête dans une courbe, auquel cas il glisse et s'appuie par le mantonnet. Et si les deux roues étaient libres, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi une certaine compensation différentielle d'un côté de l'autre? Si les deux roues étaient libres l'une par rapport à l'autre, oui. Je ne sais pas si ça s'utilise sur les trains, je ne crois pas. Non, je crois que les roues sont vraiment... Y aurait-il, à cause de la section conique, une certaine compensation différentielle? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Même avec oui, bien entendu. Le système du différentiel serait intéressant pour les chemins de fer, comme pour les automobiles, surtout pour des courbes très accentuées. Mais les courbes de chemin de fer sont toujours beaucoup moins accentuées que les courbes d'une automobile. Le différentiel joue à plein sur une automobile quand elle manœuvre, c'est-à-dire quand elle tourne presque sur place. En route, les anciennes voitures, sur les routes qui étaient des routes de terre, comme on dit, c'est-à-dire des routes sableuses, il n'y avait pas de différentiel. Et l'automobile pouvait quand même fonctionner, elle ne dérapait pas. Malgré tout, un virage à petit rayon amorce un dérapage parce qu'un des deux pneus patine. Le différentiel est intéressant quand il y a des courbes très accentuées ou quand le revêtement est un revêtement très engrenant avec la surface des pneus. Pour les pneus à haute pression anciens, ce n'était pas nécessaire. Pour les pneus à basse pression maintenant,
ceux qui comportent des dessins bien étudiés, qui d'autre part adhèrent bien à la route. Et pour les roues qui ont un système de suspension et d'amortisseur les maintenant toujours au contact de la route, le différentiel est nécessaire. Car alors là, on ferait crisser les pneus, on les userait vite, et d'autre part, cela nuirait, je pense, à la tenue de route aussi. Ce serait en tout cas moins parfait.